Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Le Point 7. Nous sommes vendredi, c'est l'occasion une fois encore que vous avez de suivre un peu, et bien sûr, le décryptage des faits majeurs de la semaine qui vient de s'écouler. Aujourd'hui, eh bien, c'est le 4e numéro de votre émission Point 7. Et chose promise, chose due, puisque je suis encore avec les éditorialistes, notamment, dont vous avez l'habitude. Julien Kitty, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM et surtout bonjour à Hilarion Kenyon qui... Votre alter ego. Ouais, qui nous doit beaucoup de choses en tant que grand frère. Donc, d'accord. Comme on n'a pas fait campagne pour être ses jeunes frères, on lui en exige beaucoup. D'accord. Voilà. Et lui-même va répondre. Bonjour. Hilarion Kenyon, bonjour. Bonjour chers auditeurs, bonjour Peggy, bonjour Jelka. Bonjour. Et bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous, c'est vrai. Julien Kitty l'a dit, on n'a pas fait campagne pour être vos jeunes frères, donc comprenez, quand certaines choses arrivent, puisque vous allez nous tenser, et donc on ne pourra rien d'autre. Alors, on finissait la semaine dernière par eh bien cette actualité au niveau du Mali sur le continent. Donc, pour une fois, on va démarrer par là. La suspension de France 24 et de RFI. Ces chaînes internationales qui émettaient donc dans le pays. Ces chaînes ont été suspendues. Et vous disiez que, franchement, ça ne vous disait absolument rien. J'espère que je rappelle réellement vos intentions, vos propos. Vu que, c'est des chaînes, comment dirais-je, propagandistes de la politique française. Hilarion Kenyon. Absolument. Moi, c'est vrai, je suis peiné d'être dans la position dans laquelle je suis actuellement, face à ce sujet lié à l'évacuation de RFI et de France 24 du territoire malien. J'espère que c'est pas sur des brancards. Remarquez que ces deux organes de presse sont des bras opérationnels de la France. Et depuis un certain moment que le divorce est consommé entre les deux nations, remarquez les émissions que RFI sont en train de faire. Et ils ont tendance à soulever les Maliens contre les Maliens. Et des émissions, tantôt on dit les militaires maliens vont violer les gens dans les fermes, des gens sans treillis, protégés par l'armée malienne. Donc bref, on sent réellement que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi c'est aujourd'hui? La France est restée au Mali pendant 9 ans, dit-on dans le cadre de la lutte contre les djihadistes. Pendant ces 9 ans-là, ils n'ont pas vu ces répressions de l'armée malienne contre le peuple malien. Et c'est juste dans la même année où il a plu au Mali de réclamer une fois de plus sa souveraineté, qu'on remarque comme par coïncidence que RFI et France 24 remarquent et le montrent et le diffusent en dose homéopathique à ceux qui veulent les entendre ou les regarder, que l'armée malienne est une armée qui est devenue hostile aux civils, aux populations. C'est puant. C'est assez puant et la décision que le gouvernement a prise ne peut qu'être celle-là. Si on ne sait pas faire, on risque d'assister à un carnage. La presse peut tout. Elle peut construire comme elle peut détruire. Et la destruction est plus facile que la construction. Si on n'a même pas cours à ces agissements de RFI ou de France 24, dès maintenant, il y a une autre guerre qui risque de s'enflammer. Si ça, il y a l'implosion, c'est plus grave que l'explosion. La France veut amener les Maliens à se combattre entre eux. C'est ça qui n'est pas bon. On ne peut pas être dans un pays depuis 9 ans, avec un armement aussi lourd, avec un personnel aussi lourd, et ce n'est que dès que la France a dit, écoute, le mariage n'est plus concluant, le Mali a dit, le mariage n'est plus concluant, qu'il faut commencer par faire ces agissements-là. Ce n'est pas normal. Et donc, leur évacuation est normale. Alors, Julien Kitty, est-ce que comment dirais-je, ces faits quand même dénoncés par RFI sont faux? Non, votre question est tendancieuse et il faut... Vous voyez toujours des tendances partout. Il faut abandonner... On veut comprendre. Non, il faut abandonner... On veut comprendre. Il faut abandonner... Vous êtes journaliste. Cette ligne-là. Vous savez que les faits sont sacrés. Non, les faits sont sacrés. Alors, vous savez que vous et moi, nous n'avons pas la possibilité de notre position d'aller les vérifier. Je ne
déclare ou je ne certifie le caractère sacré de ces faits que si je les vérifie par moi-même. Parce que le média qui est en train de les révéler, les circonstances, le contexte dans lequel le média est en train de les révéler, les termes dans lesquels le média est en train de les révéler et la ligne éditoriale du média telle que je la connais, eh bien, sont autant de facteurs qui m'amènent à même plus s'en douter que d'y croire. Parce que pour aller vérifier les faits aussi dans notre profession, on émet des hypothèses. Donc, c'est plus plausible que ce soit pour régler des comptes aux autorités maliennes. Si le premier citoyen français, Emmanuel Macron notamment, a pu dire publiquement, oubliant même le minimum des règles de bienséance en diplomatie, pour dire que le régime en place au Mali est illégal et illégitime, c'est un coup d'État. Non, mais attendez, que c'est un régime quelle est la loi qui admet les coups d'État? Oui, mais pourquoi la France ne dit rien du fils de Idriss Déby qui est installé au Tchad? Pourquoi vous n'avez jamais entendu qu'on demande au fils d'Idriss Déby combien de temps il veut rester pour faire la transition? Vous ne voyez pas, parce que là-bas la France a la main totale. Et de grands politologues, de grands chercheurs ont démontré que avec le temps, on saura même la vérité sur la mort de Idriss Déby. Donc, on se voile pas la face. Maintenant, donc c'est une gestion à géométrie variable. Très bien. Pourquoi Emmanuel Macron, quand il a voulu réagir à j'emprunte l'expression à Hilarion Kenyon parce qu'elle me séduit cette expression suite à l'évacuation de France 24. C'est une évacuation sanitaire. De RFI, c'est même plus que sanitaire parce que ils étaient bien grabataires. Vous voyez que le Mali a pu évacuer l'ambassadeur de la Grande France près Bamako et lui a donné 48 heures pour partir. Non, mais dans la peau de l'Africain, j'ai été un peu fier pour dire, mais il y a encore des gens qui sont bien nés par ici. Ensuite, que France 24, RFI, que pendant longtemps, nous avons considéré comme les médias des médias, alors que derrière, même quand il y a un seul professionnel de RFI ou de France 24 qui tente d'aller à l'encontre de ces genres d'inventions, mais il est sur la sellette, on le menace de le licencier. Faisons des comparaisons. En Centrafrique, lorsque les Russes, ironie du sort, le schéma est le même, les Russes sont arrivés pour aider le président centrafricain à consolider, donc à éloigner les groupes terroristes, les groupes rebelles. Vous savez ce que France 24 et RFI ont fait? Ça a été démontré. Ça, là, au moins, des gens ont fait des enquêtes. Il y a eu des témoins de gens qui ont été approchés par des équipes supposées être de France 24 et RFI pour leur demander de témoigner pour dire que les soldats russes, que eux ils appellent les milices russes, les mercenaires, les mercenaires russes, qu'ils ont fait des exactions, ils ont fait commis des viols sur les Centrafricains, pour qu'on puisse faire une série de productions pour les salir, juste parce que les Centrafricains ont dit non, mais les Français ne nous ont pas donné des preuves de ce qu'ils peuvent nous protéger. Et au Mali, ce qui est arrivé, pourquoi la France devient si faible devant le Mali, qui n'a pas de grands moyens? C'est parce que le peuple malien s'est levé. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a, et ça me passionne, moi, de me dire, bon, je ne suis pas trompé de métier. Vous parlez de quel peuple? Non, le peuple malien. Il y a de grosses... Vous l'avez vu où? Oui, il y a attendez, je l'ai vu sortir. C'est la junte ou bien... Non, j'ai vu le peuple malien sortir. Quand? À quelle occasion? Pas 2 fois au moins où la junte avait appelé. Quand il y a eu les sanctions contre le Mali, vous avez vu la junte sortir. Donc c'est la junte, c'est sous l'impulsion de la junte. Non, mais vous pensez qu'il y a d'autres pays où les dirigeants demandent à ce que le peuple sorte et on ne sort pas avec ce nombre-là. Vous avez jamais vu un pouvoir demander au peuple de sortir qui n'est pas sorti? Oui, bien sûr, bien sûr, il y en a beaucoup. Il y en a. Les dernières heures de Yahi Boni. Oui. Regardez comment le peuple était. J'ai vu Yahi Boni en plein meeting avec à peine une trentaine de personnes. Mais c'était pas le Yahi Boni d'hier. Donc c'est pour vous dire, quand le peuple est dépassé, il laisse. Et c'est le cas. Vous avez vu le Mali. Le rassemblement était spontané. Les gens viennent, vous sentez la vie. Et donc, c'est pour rejoindre là, vous notez la spontanéité. Si c'est trop, si le peuple boit trop, il rejette. C'est cela. La France est rejetée. Au Mali, commence à être rejetée un peu partout dans l'Afrique francophone. Il faut qu'elle se rectifie. Ouais, comment expliquer un peu cette francophobie? Il faut qu'il revoie qui, franchement, est en train de se répandre un peu partout. Nous avons une nation, mais
une colonisatrice qui est là que pour ses intérêts, rien que pour ses intérêts. Regardez le Mali. Ils sont restés pendant 9 ans, mais on ne peut pas donner un bilan de 50 personnes tuées, de 50 djihadistes tués dans le cadre du combat pour lequel ils sont venus s'installer avec un armement lourd. Mais regardez les gens qui qualifient de mercenaires, qui sont venus. En quelques semaines. En quelques semaines, ils ont ravagé des dizaines de djihadistes avec des saisies, opérées dans tous les ça veut secteurs. dire qu'on pouvait contenir quand Alors, même. ces gens-là, les images à l'appui. Ils vous montrent comment les djihadistes sont en débandade, des gens qui se rasent pour se rendre. Parce que les Russes sont venus dire, vous allez nous payer tant, ça ne coûte pas ce que la France coûte au budget malien. Ensuite, ils disent, d'ici tel nombre de semaines là, nous allons vous faire recouvrer l'intégralité du territoire. Est-ce que vous savez que l'armée malienne, l'armée régulière malienne, il y avait toute une grande zone occupée par la France et l'armée malienne régulière n'était pas autorisée à survoler même cette zone. Vous voyez ça? C'est quand même... Pas aucun moyen de transport, ni par avion, ni par le transport terrestre, ni le ciel malien a été interdit à l'armée malienne de pénétrer une zone. Comment on peut venir diviser? Vous êtes venu me protéger. C'est grave. Le pays en deux. Un pays vous appartient, vous ne devez pas venir du tout. L'armée officielle malienne. Mais c'est inconcevable. Comment entrevoyez-vous, la reprise de la main par la France? Et ça, ce sera la dernière question. Oui. Est-ce que vous voyez la France reprendre la main? Reprendre la main au Mali serait difficile. Le trou est bien profond. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse combler jusqu'à venir en surface. Ce n'est pas certain. Aujourd'hui, d'ailleurs, remarquez que le vent qui souffle aujourd'hui en Afrique francophone n'est pas favorable du tout à la francophonie. La francophonie est en forme baissière. Et à cause de leur intérêt, ils ne font rien pour regarder l'intérêt du peuple avec lequel ils sont en partenariat. La preuve, la journée de la francophonie est passée, sous silence. C'est sous silence. On n'a pas noté grand intérêt. La francophonie aujourd'hui, ça n'intéresse plus. C'est pas que la langue qu'on parle là, on l'a imposée. Je vais la parler pourquoi? Je vais la parler pourquoi? Ça ne sert plus à rien. Vous ne serez alors entendu que par les locuteurs enfants. Oui, c'est dans la tête. Si le Yoruba était promu, le Yoruba était suffisamment appris par tous les enfants. Mais vous savez, moi j'ai eu la preuve que il faut même pas regretter d'avoir appris la langue des Blancs parce que la seule gymnastique à faire, c'est de tout faire pour ne pas devenir lettré en français. Il faut être un intellectuel. Moi, je rends toujours hommage à mon père, Célestin Paulino Viasikiti, qui me disait, quand tu viens réciter un cours de... Paix à son âme. Oui, paix à son âme. Tu viens réciter un cours de conjugaison chez lui à la maison. Il dit de lui répéter ça dans sa langue et dans la langue de ta mère. Wow. Et il me dit, un enfant qui ne peut pas comprendre ce que la langue dit dans sa langue ne sera pas intelligent, il ne sera pas un intellectuel. Quelqu'un donc capable d'utiliser les connaissances acquises pour interroger son environnement, le transformer en inventant. Il sera un lettré en français, il va répéter des choses qu'il ne comprend pas. Il devient un automate. Parce que votre connaissance, votre intelligence n'est contenue, n'est portée que par votre langue. Votre culture n'est portée que par votre langue. Vous allez constater que ces peuples-là qui réussissent à donner un peu d'espoir et de fierté à l'Afrique aujourd'hui par rapport à la lutte contre le néocolonialisme, vous allez constater que c'est des peuples que nous avons longtemps considérés comme les peuples où les gens, ils sont pas de gros intellectuels, ils sont pas si, mais ils sont extrêmement ancrés dans leur culture. Ouais. Exemple, la Chine. Oui, donc un peuple ne peut se développer que dans sa culture. Maintenant, nous, au moins, nous maîtrisons leur langue. Et aujourd'hui, progressivement, on va y arriver. Des dirigeants vont finir par comprendre qu'il faut enseigner nos langues à l'école comme le français. Et qu'il faut finir par, comme le chef de l'État... Comme le chef de l'État sait si bien prendre des décisions courageuses, et quand il va choisir 2-3 langues pour dire que bon, c'est ça qu'on va prendre comme langue officielle au Bénin, eh bien, les gens vont s'y plier. Et donc, ce qui se passe au Mali, pour y revenir, c'est de vous dire simplement, et vous avez posé une question très intéressante tout à l'heure. Je pense que la France a très clairement l'intention de reprendre la main. Et il y a quelques 2-3 facteurs qui le démontrent. La France, chassée et évacuée du Mali, a d'abord protesté contre le délai, a voulu utiliser d'abord les organisations sous-régionales contre le Mali pour l'asphyxier, d'où les injonctions à peine voilées à la CEDEAO, à l'UEMOA, et donc les décisions prises, le Mali qui résiste. Et Assimi Goïta
a compris que lui, il est un soldat au front et il parle très peu. Tu le vois toujours en tenue de guerre. Et il a un excellent ministre des Affaires étrangères qui a appris la diplomatie. Je l'ai entendu dire à Le Drian que ils ont fait les mêmes écoles de diplomatie et qu'il faut qu'il respecte. Il n'a pas de leçon à recevoir de lui. Et quand il est en train d'accorder des interviews, même à des journalistes français, je dis mais voilà, l'Africain est capable de ça. Il le dit non. C'est le minimum à respecter en diplomatie. Et si tant que la France ne va pas regarder le Mali comme un État, eh bien, on ne peut pas avancer. On ne pourra rien pour elle. Et les gens ont cru que c'était de l'amusement. Mais on a renvoyé l'ambassadeur de la France près le Mali. Et aujourd'hui, le Mali qui quitte la France qui quitte le Mali, qui dit non, je ne quitte pas tout de suite, alors qu'en quelques minutes, il peut partir. Après, la France qui recherche désespérément des bases autour du Mali. Un point de chute. D'accord. Pour dire, pardon, presque, permettez-moi de m'installer ici. Parce que la France, pendant ce temps, les dirigeants français, notamment le président, et puis les agissements vont dans le sens d'asphyxier toujours le Mali. Et puis les faits et gestes, ce que les médias sont mis à contribution pour faire, mais c'est eux qui ont sorti l'histoire de Radio des Mille Collines. Et on a vu les effets que ça a eu. C'est en Afrique que ça s'est passé. Est-ce qu'on a jamais, vous avez vu au fil des années, on a trouvé la responsabilité de la France dedans. Jusque-là. Les grands médias là veulent jouer ce rôle-là. Il a démontré tout à l'heure, Hilarion Kenyon, que les gens veulent amener le peuple malien, les Maliens à lutter contre eux-mêmes. Pourquoi? C'est la preuve que ils ont compris que le peuple malien est soudé. Et donc, quand le peuple est soudé, on ne peut pas le vaincre. Donc, il faut le diviser. Il faut que les Maliens prennent les armes contre eux-mêmes. Ils avaient déjà fait ça en créant l'histoire de l'Azawad, où les gens n'avaient pas ils n'étaient pas tous terroristes. Le MNLA, par exemple, réclamait l'autodétermination, voulait qu'il y ait un État dans le Nord. Mais on a fait semblant de sécession. Oui, on a dit qu'on veut les réunifier et après, on les transforme en terroristes. Et puis, personne ne commente les images où on arrête, on intercepte ou bien interpelle des djihadistes dans leur zone de formation et on retrouve des citoyens français, des instructeurs français avec eux. Merci, Julien Kitty. Donc, oubliez le sort de France. Vous en aurez tant dit. Voilà, Diaspora FM aussi existe. Donc, tout à fait. C'est un média aussi. Ce média n'est pas encore fermé. Oui. Il y en a bien d'autres qui sont au Mali, qui travaillent. On a beaucoup de compatriotes qui travaillent au Mali. Et notre compatriote, Serge Daniel Agogounada, il est très expérimenté. La liberté de presse n'est pas encore... Ce n'est pas du libertinage. n'est pas menacé là-bas. Non. Non, Hilarion Kenyon, je sais pas, vous avez un mot à dire là-dessus, très rapidement? 30 secondes. C'est pour dire aussi à la France de cesser de s'en prendre à l'Afrique. Il n'a qu'à revoir sa politique vis-à-vis de l'Afrique et de l'international. Regardez, il n'y a pas, ou déjà dans n'importe quel pays, aujourd'hui, c'est l'anglais d'abord. Même eux-mêmes, ils apprennent l'anglais. Ouais. Donc, le français... Avec un excellent français. Dangereusement. Un excellent accent, je veux dire. Très bien. Donc, il faut qu'elle se corrige pendant qu'il est encore temps. Merci vraiment sur ce chapitre. On revient maintenant au plan national, où nous allons parler de ce qui nous touche le plus et qui nous frappe de plein fouet. Je veux parler de nous, Béninois. En tant que journaliste, également, on est touché par la chose. C'est la cherté de la vie. Le gouvernement a sorti une décision pour fixer les prix à pratiquer sur le marché. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est un refus généralisé d'appliquer ces prix du gouvernement. Est-ce que vous avez remarqué la chose, Hilarion Kenyon? Oui, c'est vrai, mais j'ai comme impression qu'il y a un dialogue de sourds qui se mène entre le gouvernement et les commerçants. Moi, je voudrais que le gouvernement... Beaucoup vous disent, on a déjà constitué notre stock avec votre décision. Bon. Nous l'avons pris à tel prix, il nous faudra forcément l'écouler à ce prix-là d'abord. Ce qui serait important aujourd'hui, il faut que le gouvernement descende de son piédestal, venir rencontrer le porte-parole ou l'organisation des commerçants. Mais il y a eu quand même des échanges. Non, ce n'est pas vu. Il y a eu des réunions entre eux d'abord. Ce n'est pas vu. Puisque si c'est vu et su de tous, les vendeurs ne seront pas dans cette position-là. Aujourd'hui, les vendeurs disent qu'il y a des charges que le gouvernement lui-même a fixées, qu'ils ont payées. Et que le gouvernement sait le prix d'achat auquel ils ont pris leur truc à la base. Et il y en a qui parlent aussi des coûts de transport, surtout le dédouanement, les frais et tout au niveau du port. Voilà toutes les charges que ça comporte. Ouais. C'est pour ça que je dis il faut que le gouvernement descende de son piédestal, rencontrer les organisations des commerçants dans tous les secteurs pour qu'ils puissent dialoguer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entends, il y a des vendeurs de ciment qui ont le ciment, mais qui ferment carrément. Ils disent, mais le gouvernement sait qu'il ne peut pas payer à ce prix et vendre à ce prix et gagner. Et donc, je ne suis pas certain. Il est arrivé à un moment donné où ici même, j'avais accusé ces
commerçants qui ont tendance à être des commerçants véreux pour la plupart des cas. Mais quand vous les écoutez, vous voyez, j'ai écouté un peu la grogne des commerçants de Malanville, des vendeurs de ciment de Kami. Mais ce qu'ils disent, c'est pourtant clair. Ils disent que les prix sont connus de tous. Le prix à l'usine est connu de tous. Le prix de transport est connu de tous. Les taxes que le gouvernement perçoit, c'est connu de tous. Alors, maintenant, pour fixer le prix, il doit tenir compte du minimum. Donc, il faudrait que, au lieu que chacun vienne à la télé ou à la radio parler, il faut que les deux s'asseyent à une table ronde pour échanger, pour harmoniser les prix, pour que le peuple puisse vivre en paix. Jusqu'à ce matin, le prix continue d'être vendu à 200 francs CFA. La baguette du pain continue d'être vendue à 200 jusqu'à ce matin. Le gouvernement a donné un numéro 133. Moi, le pain m'est cher parce que au moins tu manges ça, tu prends de l'eau. Le petit déjeuner au moins. Et tu tiens un peu dans la journée. De l'eau chaude. Le pain continue d'être vendu à 200 francs dans mon quartier. Oui, mais ils ont fermé hier, je crois, une boulangerie à Kwarou. Non, il suffit pas de fermer. Et le boulanger expliquait quand même la situation que ils ont pris le sac de blé à un coût vraiment important. Il faut que les deux parties s'écoutent. On dit généralement en fond, c'est ça. Mais l'oiseau parle. Il faut faire l'effort d'écouter ce que l'oiseau dit. Il faut déchiffrer son langage. Donc il faut que les deux parties s'asseyent pour échanger et retenir quelque chose de fiable. Attends, c'est pas par plaisanterie que je vais fermer ma baraque pendant que je fais une activité commerciale. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Oui, mais il paraît, il y a le gouvernement qui est sorti samedi dernier, deux ministres plus le porte-parole. Il y a eu des cas, des retours de terrain où les gens ont fermé sciemment le magasin et ça s'est passé à Parakou. J'ai un confrère qui l'a rapporté. Non, vous êtes là, on vous dit à ce coup et qu'on dit on n'en a pas. Mais quelqu'un d'autre vous approche à quelques mètres de ce même magasin pour dire, à ce prix-là, vous pouvez l'avoir. C'est des cas isolés. Ce qui est fondamental, si vous voyez le commerçant fermé pendant 24 heures, ce qui n'est pas un commerçant, pas fermé pendant 24 heures parce que simplement, je veux faire de la surenchère et le gouvernement me guette. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que les deux parties s'asseyent, médiatiser, pour qu'on sache. Regardez, l'huile communément appelée Azimi, qu'on prend à 600 francs. C'est vendu aujourd'hui à 1200 francs. Alors, la dame dit qu'elle prenait ça à 15 000. Qu'elle est partie à Dantokpel, elle a pris ça à 28 000. Mais s'il vous plaît, le fait est là. Mais qui tasse les marchandises? C'est le gouvernement. Il y a même un auditeur qui s'est énervé avant-hier sur l'émission Réagissons à l'actualité. J'ai comme l'impression que à Diaspora FM pour dire qu'il ne comprend pas comment le prix du fer a pu monter jusqu'à ce niveau-là. Du simple fer. Non, mais lui, il a même parlé de 4 fois. Alors, et donc, tu ne peux pas acheter, même le fer de 6, tu ne peux rien faire aujourd'hui. Il suffit pas d'être pêché haut et de parler. Il faut que les deux structures s'asseyent, médiatiser, pour qu'on sache qui ment et qui ne ment pas. Les dames disent, on paye des frais douaniers énormes. Les tasses sont énormes. Les tasses sont connues de tous. Mais si on enlève les tasses et on doit vendre, c'est pas une ONG. Les gars, c'est une activité commerciale. C'est à but lucratif qui font leur activité. Donc, il faut que le gouvernement comprenne. J'ai comme l'impression que ils sont conspirés. Les commerçants sont conspirés exclusivement pour l'intérêt de l'État. Non. Si l'État veut réellement que ça casse, qu'il revoie ses tasses. Ou bien qu'il s'asseye pour qu'on sache qui ment entre les deux. Qui est en train de mentir. Qui est en train de vouloir abuser de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de rester là-bas, on enficé, là, on fermé parce qu'ils veulent faire de la surenchère. Moi, je crois que ce n'est pas normal. Moi, je peux pas avoir ma boutique et fermer simplement parce que je veux faire de la surenchère. C'est faux. Ça, vous l'avez dit. Julien Kitty, la ministre a quand même dit, la ministre du Commerce, Chadia Assouman, a dit que tout est fait, en réalité, pour que les prix décidés par le gouvernement soient appliqués. Parce que elle a même expliqué un peu le mécanisme des prix. Ce que les cimentiers, par exemple, le prix à la sortie d'usine, et puis les coûts qui peuvent être ajoutés pour que le prix de revient se sache, que tout ceci est quand même contenu avant que le gouvernement ne prenne sa décision. Ouais, pourquoi sur le terrain? Oui, je sais bien, la ministre a parlé, elle a enfin parlé. Et puis, maintenant, on est à l'étape, il vient de vous l'expliquer, on est à l'étape où la ministre a parlé ne suffit plus. Oui, mais la ministre a parlé compte tenu des retours de terrain, oui, et compte tenu de certaines actions. Je suis d'accord. Moi, j'ai entendu dire également que le prix du ciment à l'usine n'a pas changé. J'ai pu lire ça. J'ai dit, ce que M. Kenyon propose, c'est vrai, le gouvernement a le pouvoir régalien d'agir, mais d'abord... Oui, on a l'impression que le gouvernement ne sait pas, n'a pas échangé avec
les commerçants avant de prendre sa décision. Oui. Mais ce qui n'est pas le cas, puisque la ministre en charge du commerce l'a bel et bien dit. Oui, c'est à la suite de plusieurs échanges avec eux. C'est là où on arrive vraiment plus à rien comprendre. D'accord. Si c'est à la suite de plusieurs échanges avec les commerçants, il y a échange. Après, il y a entente. Est-ce qu'il y a eu un terrain d'entente? Non, c'est le terrain d'entente qui a conduit à cette décision du gouvernement. Donc, normalement, à l'heure où nous sommes là, même le temps que dure cette émission, si le gouvernement s'est entendu avec les commerçants, il y a un terrain d'entente et que les prix ont été fixés et les commerçants ont compris que tout calcul bien fait, avec ces prix, ils peuvent faire leur bénéfice et qui s'entêtent. En une journée, on ferme et on saisit même tout ce qu'il y a comme marchandise chez les commerçants identifiés comme commerçants véreux, qui ne veulent pas respecter. On peut même organiser la vente et leur remettre leurs sous. Mais si ces commerçants résistent, il y a deux catégories. Et j'ai l'impression qu'on a fait un diagnostic, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas rappelé, c'est vous qui avez animé l'émission. Depuis qu'on a commencé par parler de cette affaire, tout ce qu'on a dit, presque exactement, s'est produit. Le diagnostic qu'on a fait à l'autre émission la dernière fois, on a tous dit, le risque aujourd'hui, c'est que des gens vont créer une pénurie artificielle. Ouais. Ils vont dire, si vous voulez acheter à tel prix, on va vous le vendre. Oui, mais et on a suggéré, même qu'il y ait des numéros verts, ça a été fait. On a dit le tout gouvernement ça. l'a fait. Oui, mais maintenant, la différence ici, c'est que il n'y a pas eu de pénurie artificielle. Les marchandises sont là. Oui. Et on pratique l'ancien prix. Non, j'ai une pénurie artificielle. Le simple fait de fermer ma boutique. Non, parce que les boutiques sont ouvertes. Oui. Les gens vont acheter aux anciens prix. C'est pour ça que je parle de. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Le produit est là. Les gens viennent. Le prix fixé par le gouvernement. Moi, commerçant, je dis, je ne veux pas vendre à ce prix, je veux vendre à l'ancien prix. Je suis donc dans l'infraction vis-à-vis de la décision du gouvernement et de façon flagrante. Il y a le second cas où je ferme pour donner l'impression que, ok, le gouvernement me demande de vendre à ce prix, je ne peux pas vendre, je ferme. J'estime que j'ai le droit au moins de fermer. Après, dans l'informel ou dans les coulisses, je livre ma marchandise à des gens qui ont la pression pour faire des constructions et qui viennent prendre. Et ce n'est pas que le ciment. Alors, ce que M. Keyon disait en suggérant qu'il y a une rencontre, on a vu dans le cadre de rapports avec les secrétaires généraux des centrales syndicales, dans le cadre du dialogue politique. Il y a des séances où, on amène les médias, on dit à l'issue de cette séance-là, tout au moins, même si au début on filme, on prend les interviews et tout, à la fin, il y a un communiqué qui est fait, on dit gouvernement et partenaires sociaux. Communiqué conjoint. Qui dit, nous avons retenu telle chose. Les commerçants, là, ils ont des organisations. Et nous avons dit, la semaine dernière, on a dit que ces mesures prises là, auront certainement des effets sur les activités commerciales de ces commerçants-là. Et qu'il faut que le gouvernement soit en train de discuter toujours avec eux. On s'était même réjoui de ce que le fait qu'on ait dit que c'est pour un temps, ça montre que le gouvernement a l'intention d'évaluer les effets de ces mesures-là. Voilà que moi n'est même pas encore passé. Oui, mais maintenant, la question que moi j'ai envie de poser. Oui. Lorsque on s'est réjoui de ce que sur la question de l'électricité, par exemple, que le gouvernement a annoncé que ça restera inchangé. Les prix qui devraient être revus à la hausse au niveau de l'électricité vont rester inchangés. Au niveau du choc que ça va produire sur les commerçants, les activités, des 80 milliards annoncés là, il n'y a rien qui a été injecté dans l'amortissement de ce choc pour eux. Parce que le gouvernement peut ne pas sortir de l'argent pour faire ça. Mais dit par exemple, avec les commerçants là, les opérateurs économiques, alors, à quel niveau vous aurez des difficultés? Si le transport n'a pas changé, si le prix à l'usine n'a pas changé, mais si le prix auquel vous nous demandez de faire ça, ça diminue notre marge bénéficiaire, nous faisons des bénéfices, mais la marge bénéficiaire n'est plus la même. À quel niveau vous pensez qu'on peut réajuster? Les commerçants peuvent dire, alors, gouvernement, au niveau des taxes que nous payons, diminuer ça pour nous, pour cette période, de tel pourcentage.
Est-ce qu'il y a eu des discussions du genre, des propositions du genre? Parce qu'il faut pas que les commerçants on n'en sait absolument rien. Voilà, il faut que donc il y ait une discussion bipartite qui permette de sortir un communiqué pour rassurer la population. Donc vous proposez au gouvernement de retourner à la table de négociation. Et gouvernement et commerçants. Parce qu'il faut pas non plus donner l'impression que le gouvernement, c'est le gouvernement qui va se retrouver en position de faiblesse pour retourner vers eux, que chacun mette un peu de côté son ego, le gouvernement qui a l'obligation vis-à-vis du peuple de le soulager, parce qu'à la fin, que le gouvernement ferme des boutiques, ce n'est pas dans l'avantage du consommateur. Que le gouvernement et les commerçants se battent. Mais il y a eu quand même beaucoup de boutiques fermées, hein. Oui, mais quand vous suivez un peu. Je suis d'accord, c'est pédagogique. J'ai parlé tantôt la coercition va avantager. Il y en a eu à Cotonou. Le consommateur comment? C'est des cas isolés. Non, c'est pas isolé, c'est pas isolé. On le dit, il faut que les deux s'asseyent. Le gouvernement a tendance à remarquer que le gouvernement n'a pas pris de décision participative dans ce sens-là, dans ces conditions-là. On a comme l'impression que le gouvernement s'est isolé, a pris sa décision. Mais le gouvernement l'a bien précisé. Le bonheur des gens sans les gens. Il faut qu'ils s'asseyent avec les commerçants pour décider. On est habitué c'est vrai, depuis un certain moment, à remarquer des décisions tombées. Mais dans le secteur du commerce, ça ne se passe pas. Nous sommes dans un pays à économie purement fiscale. Donc c'est les commerçants qui font la fiscalité. Ça, on les laisse de côté. Donc le problème se joue au niveau des taxes, c'est ça? Parce que c'est là où le gouvernement peut quand même agir. Aujourd'hui, il y a trop de taxes. Il y a trop de taxes qui impactent les commerçants négativement. Oui, parce que tous ceux qui interviennent, hein, c'est la multiplicité de taxes, en fait. Les commerçants des organisations diverses. Il faut qu'ils essayent avec le gouvernement pour discuter au vu aussi de tous, et qu'elles soient sanctionnées par un communiqué conjoint. Et là, on saura qui marche. Signé des deux parties. Des deux parties. Parce qu'on a tendance à remarquer que c'est pas une décision participative. C'est sorti du gouvernement qui a tendance à imposer un prix. Sinon, ce qui n'est pas le cas. Alors, je n'en sais rien. Parce que moi, j'ai quand même entendu la ministre du Commerce le dire, et je ne peux pas le. Il faut entendre et voir. Voilà. On a des écrans de télévision. Est-ce qu'on les a vus parler? On a vu les deux structures parler. Moi, je ne les ai pas encore vus. On a entendu le gouvernement dire. On n'est pas obligé d'amener la télévision à ces échanges. Aujourd'hui, c'est un problème de masse. Pour parler à la masse, utiliser les médias, les outils de communication qu'on a à disposition. On les appelle les masses médias. Voilà, on a besoin d'être informé. Il faut que nous informe sur ce qu'il a fait. On veut voir ce qu'ils ont fait. Et malgré ça, les commerçants sont en train de vouloir faire de la surenchère. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Hilarion Kenyon, est-ce que c'est cet aspect des choses qui amène Lionel Zinsou, cet économiste de renom, cet ancien Premier ministre béninois, candidat à la présidentielle, la dernière de 2016, l'avant-dernière, je veux dire, parce que la dernière, c'est celle de 2021. Est-ce que c'est ça qui l'amène à dire que les économies africaines sont inhumaines? Entre autres, oui. Lui, il est dans ce domaine, il est dans son marigot. C'est une personnalité respectable dans son domaine. Il est transversal dans beaucoup de domaines aussi. Et il ne peut pas parler au hasard. C'est un économiste de renom. Et nous-mêmes, nous sommes les problèmes que nous créons pour notre propre économie, presque dans tous les pays. Qu'est-ce qui peut l'amener à dire ces choses-là? Mais attends, c'est l'observation. Vous parlez maintenant une économie inhumaine. Oui, mais c'est ça. Il dit beaucoup de choses. Hein? Oui, par exemple, ici, on parle maintenant des tasses. Prenez une seule facture. Voyez les tasses qui s'y trouvent. Voyez tout ce qu'on a comme tendance on est en train de pressurer les citoyens à donner ce qu'ils n'ont pas. On donne jusqu'à la ligne, mais pourtant on continue. Mais c'est pour leur bonheur. Il faut les procurer. Mais c'est pour leur bonheur. De quelqu'un comme ça, volonté. Oui, mais il faut. Si on a besoin de moyens pour faire son bonheur, mais attends, on va les trouver où ces moyens-là. Il faut étudier ton vis-à-vis. Il a quels moyens? Est-ce que ce qu'on lui demande, il en possède? Mais puisqu'il travaille, il gagne quelque chose. On lui demande de donner un peu. Le salaire béninois a augmenté depuis combien d'années? Alors, ça le sera d'ici quelques jours. Alors, non, au lieu de dire ça le sera, commençons par le faire aujourd'hui d'abord. Il faut apprêter le salaire avant de lui donner les charges. Le Benoît gagne le salaire qu'il gagnait depuis des années. On ne voit pas ça. Mais on veut lui augmenter les tasses. On veut tout faire. Regarde, on a dit dans le budget de cette année qui est censé être hautement social,
que le gouvernement va augmenter du prix, augmenter un peu les salaires. Et puis on faisait la communication en dose homéopathique. Et donc pour le bénéfice lambda, les fonctionnaires auront de l'argent plus que ce qu'ils gagnent. Mais les premiers dialogues sociaux ont fait remarquer que c'est du pipeau, ça ne marche pas. Non, ça Hilario Keyon, n'allons pas vite en besogne. À la fin de la séance, la ministre a bien dit, c'était pour poser le problème sur la table. On attend les propositions, les propositions de la part des partenaires sociaux. Dans ce sens que dit, le gouvernement de hautement social a déjà pris la décision d'augmenter les salaires. C'est deux langages différents. C'est la pratique, c'est la réalisation, c'est la mise en pratique de la chose qu'on a remarqué que les gens ont l'intention. Mais quand l'intention sera concrétisée, mais à partir des propositions des vis-à-vis, des concernés. Depuis la nuit des temps, les syndicats ont tous des propositions dans leur judiciaire. C'est pas maintenant qu'ils vont donner des propositions. Les propositions sont là, elles étaient depuis fort longtemps. C'est pour dire quoi? Si on n'est pas inhumé dans l'économie, attends, on ne peut pas avoir. Je suis très peu responsable. Qu'on est dans un pays, qu'on est en train de. C'est pas que propre à notre pays, hein, c'est des États africains. Tout à fait. C'est ce qu'il a dit. Mais on très peu la conscience des conditions de vie de leurs citoyens, de leurs fonctionnaires, de ceux qui produisent l'économie. Et puis bon, ils restent dans leur fauteuil. Qu'est-ce que je peux pressurer chez les citoyens? Et ça qui est devenu depuis un moment donné le mode de fonctionnement des dirigeants africains. Ils ne veulent pas voir ce que je veux leur donner pour leur épanouissement. Mais qu'est-ce que je vais tirer d'eux? Qu'est-ce qu'en les pressurant, on les pressure jusqu'au point où le type ne peut même plus respirer et on continue encore de le pressurer. Ça, c'est inhumain, c'est méchant. Le président Sissou n'a pas exagéré. C'est normal. Parce que moi, je n'entends encore que pour le Bénin, c'est encore plus criard. Ça devient plus dangereux. J'ai comme l'impression que les gens veulent chercher leur bien-être dans le malheur du Béninois, du malheur du citoyen. Non, vous n'allez pas dire ça. Vous n'allez pas dire ça, puisque vous voyez quand même, vous voyez quand même ce à quoi tout ça est utilisé. Hilario Keyon. C'est utilisé pourquoi? C'est utilisé pour la construction des routes. Voilà près de 80 milliards de francs CFA qui vont dans la subvention. Non, c'est vrai. Non, Hilario Keyon. Entendons-nous. Il fait des Il y a au moins 80 milliards là maintenant. Je ne suis pas. Pour faire face à cette situation de. C'est virtuel. Non, pourquoi vous parlez de virtuel? Non, c'est virtuel. Ça va destiné à quoi? Non, mais c'est pour contenir les prix. Puisque les commerçants devraient quand même pouvoir augmenter compte tenu du renchérissement des coûts. Maintenant, le gouvernement prend une partie de cette augmentation-là. Et c'est à ça que sert, que servira la caillotte. Si le gouvernement talon ne travaille pas, c'est qu'il est complètement boy, il est de mauvaise foi. Le gouvernement talon travaille. Il travaille très bien. Tu as beau parler maintenant des routes qui sont érigées partout, on les voit, on a du plaisir à rouler. Mais ce qui va passer sur les routes là, c'est des morts ou bien c'est des vivants. Il faut du vivant pour en bénéficier. Il faut du vivant pour passer sur ces routes là. Aujourd'hui, on a comme tendance qu'on fabrique les routes pour des morts. Parce que celui pour qui tu fabriques les routes que tu pressures, soit il meurt par AVC, ou le stress est énorme. Et puis, il n'arrive même plus à profiter de ça. Mais il mange. Beaucoup de personnes ont de voitures qui n'arrivent même plus à rouler. Ils mangent. Mais ils mangent quoi? Allez vous interroger. Il mange ce qu'il faut. Il mange ce qu'il faut pour exister. Ce qu'il mangeait hier, ce qu'il mange aujourd'hui. Allez remarquer. Soyons sérieux sur le pan. Les hameaux soja sont pleins dans la sauce. Vous pouvez voir les hameaux soja ont pris la place des protéines. C'est ça que vous remarquez. C'est des protéines. C'est trop. Ils sont aussi porteurs de maladies. Chaque chose, il faut les consommer dans un degré donné, dans une proportion gardée. Maintenant, on impose des repas aux gens. On mange, d'accord, on rit tous, mais on va rire pendant combien de temps face à cette pression? Vous revenez en salle, Jules Léandre Kitty. Oh, mais il fallait me laisser. Est-ce que vous partagez l'analyse corrosive de Hilario Keyon? Non, mais je pense que le gouvernement béninois n'est certainement pas, notre pays n'est certainement pas le cas le plus criard comme il le dit, parce qu'il faut avoir fait donc l'étude comparative avec les autres pays pour en arriver à cette conclusion. Mais c'est clair que le président Patrice Talon a annoncé en venant que il va faire un mandat de réforme. Donc le premier mandat, et celui qui a osé dire lui-même, il faut serrer les ceintures. Il sait que donc ces réformes vont créer des gagissements dedans, mais il applique la pédagogie de l'enfantement où la femme doit avoir
le moment d'intense douleur sous la table d'accouchement. Et puis, quand l'enfant va apparaître, le cercle de la famille va applaudir à grands cris et crier de joie. Alors, il a dit qu'il va être porté en triomphe à la fin. Et la différence, j'ai coutume de dire, le social avec le président Patrice Talon est un social planifié. Et là même, nous n'étions pas très habitués à ça. Vous voyez, vous avez vu des présidents de la République dans ce pays saluer toutes les vendeuses de tal et tal au bord de la voie. Vous avez vu un président distribuer de l'argent à des gens. Vous avez vu comment les microcrédits aux plus pauvres se faisaient avant, et où il y en a qui disaient, bon voilà, c'est l'argent du président. Aujourd'hui, d'abord, à l'arrivée du régime, quand on a stoppé d'abord pour voir clair dedans, faire les audits et tout, vous avez vu des gens qui criaient. Et donc, un président qui veut que sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, des gens puissent bénéficier durablement des mesures qui sont prises, eh bien, il est obligé de prendre des mesures d'austérité. Maintenant, tout est dans le savant dosage à faire. Et pour évaluer ce savant dosage-là, mais le président de la République, il est un être humain. Les membres du gouvernement, ce sont des êtres humains. Tous ceux qui sont à la tête des institutions de la République, c'est des êtres humains. Pourquoi le seul fait que le gouvernement mette même des numéros verts pour que des gens se plaignent de situations données, expriment leurs aspirations aux gouvernants, c'est la preuve que les gouvernants même se disent, nous n'avons pas la science infuse, on peut ne pas tout savoir dans ce qu'on est en train de prendre comme mesure. C'est pourquoi il faut que les citoyens aussi jouent leur rôle. Je reviens aux collectivités locales. On avait suggéré la dernière fois que par rapport à la cherté de la vie, que les collectivités locales soient mises à contribution parce que elles sont censées être plus proches de la population. Qu'est-ce qui est fait au niveau des communes aujourd'hui, en dehors des balades des maires, qui au lieu d'être dans leur fonction de développement local, vous les voyez se promener partout au nom de leur parti politique pour être plus en train de faire de fanfaronnade que de faire développement. Est-ce qu'il y a des cellules qui réfléchissent? On me dit il y a des directions de service à la population. Est-ce que les questions liées aux aspirations des populations là sont recueillies, sont traitées au quotidien? Est-ce que dans les communes, dans les arrondissements, vous avez des boîtes à suggestions qui sont traitées en tenant compte du niveau d'instruction des populations, les radios locales? Pourquoi, pour accompagner la décentralisation, on a dit qu'on doit avoir des médias de proximité? C'est pour que le citoyen qui est à la base puisse exprimer ses aspirations. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire, ce qu'on appelle la redevabilité, où vous avez les citoyens qui sont demandeurs. Julien Kitty, qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces collectivités locales? Ces collectivités locales doivent créer, dans ce cas précis. Oui, doivent créer des cellules stratégiques de veille, sur la qualité de vie des populations. C'est-à-dire que ce n'est pas à politiser. Vous mettez dedans. Ça a été fait, par exemple, il y a des exemples au niveau de la justice. Et comment on appelle ça? Les tribunaux de conciliation. De conciliation, tout à fait. Mais c'est pas des juges formés au tribunal qui sont là. Mais ça fonctionne comme un tribunal. Parce que les réalités liées aux affaires domaniales, les réalités liées à un certain nombre liées au patrimoine de la communauté, un juge à qui vous amenez devant qui vous portez un contentieux, il peut mettre des années à comprendre les codes pour mieux trancher, pour mieux connaître de cette affaire et rendre une décision juste. Alors, c'est la même chose pour la cherté de la vie. Maintenant... Donc, ils doivent jouer leur rôle. Ils doivent jouer leur rôle. Okay. Que les maires puissent aider le gouvernement. Parce que moi, j'estime que le président de la République, qui veut être porté en triomphe, dont le modèle économique est célébré par beaucoup de personnes, des spécialistes, le même Zissou qui a parlé là, a dit toutes les merveilles que le gouvernement bénéficiaire a fait au niveau de la production agricole, de la politique agricole, et au niveau des options économiques. Maintenant, toute option économique, si les limites ne sont pas respectées, eh bien, ça peut créer des dégâts collatéraux énormes. Et donc, Zinsou, il faut aller l'écouter. C'est là, moi, c'est quelqu'un que je respecte sur ses positions techniques. Et ce qui vous surprend, qui surprend beaucoup de Béninois, c'est-à-dire qu'on mélange la politique c'est la question que je voulais poser. La formation de Zinsou veut que quand Zinsou, Léonel est en train de faire de la politique, il sait que je tiens un discours politique. Quand il quitte là,
quand il veut travailler sur la matière économique, il ne regarde pas ses amitiés politiques. Alors, beaucoup ont dit que il a mis les pieds dans les plats, ce qui nous amène à nous poser la question de savoir l'OVNI s'est-il finalement identifié? Hilarion Keyon. Non, mais non, écoutez, c'est comme le disait GLK tout à l'heure. Les gens n'arrivent pas à comprendre Zissou. Zissou, c'est un technicien. Et il arrive à distinguer la peau dans laquelle il se trouve. Un politicien le qualifiait d'OVNI. Non, objet volant non identifié. Ça, c'est une maladresse. Parlant de Zissou, il ne peut pas parler comme ça. Aujourd'hui. En termes de technicité même si on parle même d'aujourd'hui, en termes de technicité, est-ce que ces deux êtres comparables? Devant Zissou, lui serait, il est très loin. En temps normal, pourquoi vous n'essayez pas de comprendre ce qu'il a dit? Il dit qu'il est un objet volant non identifié. Dans la politique béninoise. Bon, écoute. Oui. Attends. Quel est son problème? Mais le même. Il veut l'identifier. Le même individu. Il veut savoir où il est, où il se situe finalement. Il n'est pas identifié. Pourquoi il avait couru derrière? Pourquoi il avait. C'est des déclarations irresponsables. Non, à ce moment précis, oui. il l'identifiait comme étant de son bord. Mais aujourd'hui, le gars a des difficultés à l'identifier. Pourquoi vous le traitez d'irresponsable? À moins qu'il soit un peu indisposé. La vie de Zissou est liée à lui. La vie de Zissou est liée à la possibilité de Komi Koutié de l'identifier. Politiquement. Non. Quel est l'indicateur nécessaire pour le Bénin politique et économique que Komi Koutié, de son studio de Washington, puisse identifier Zissou sur la carte politique? C'est en quoi c'est utile pour que si Zissou n'avait pas fait cette déclaration? Est-ce que c'est pas normal qu'on cherche à savoir où quelqu'un se situe, quelqu'un qui a été à un niveau donné ou à un moment donné quelque part, qu'on cherche à savoir où il est à tel moment et donc à tel autre moment. Donc monsieur Komi Koutié n'a été en capacité que de vouloir faire croire que dans la vie vous êtes dans la vertu quand vous ne changez jamais, quand les lignes ne bougent jamais chez vous. Ça c'est votre interprétation. Mais c'est ce qui ça veut dire que Zissou ne devrait plus jamais dire bonjour à Patrice Talon. Il ne devrait plus jamais emprunter le même avion que Patrice Talon. En tant que Béninois, il ne devrait plus jamais voir que Patrice Talon a fait quelque chose de bien. Et mieux, Zissou, ce débat, moi j'ai évité de le faire tout simplement parce que des gens ont laissé tous les facteurs qui devraient leur permettre de faire une bonne analyse. Mais la matière sur laquelle Patrice Talon a voulu parler avec Zissou, a amené Zissou dans son avion pour venir directement à cette exposition. Vous connaissez la densité des connaissances et des initiatives du parcours de Lionel Zissou en matière d'œuvres d'art, d'exposition ou de conservation d'œuvres d'art ou historiques. Mais c'est quelqu'un qui, dans ce domaine-là, c'est aussi de l'économie. C'est quelqu'un, il peut monter des affaires extraordinaires pour le Bénin par rapport à ces choses-là. Il ne vit que de ça, lui. D'accord. Et je pense qu'il faut le débat est fait. d'OVNI. Non. Zissou, c'est une valeur. C'est une valeur que nous on reprochait au chef de l'État de ne pas utiliser les valeurs. Le type est venu, il est prêt pour nous accompagner. On parle d'OVNI. Pardon. Allez, nous irons à l'international pour le peu de temps qui nous reste. On parle de l'Ukraine, 35 jours après la guerre. C'est vraiment dommage. Kiev n'a pas été prise. J'ai comme impression qu'on avait mal renseigné Poutine. Et parce que Kiev était parti pour être prise rapidement au bout d'une semaine ou de 2 semaines. Mais tel n'a pas été le cas. L'autre chose qu'il faut savoir, ou qu'il faut faire savoir, Poutine est en train de mener une guerre contre l'OTAN, voilée. Poutine lutte pratiquement contre... Il veut un nouvel ordre mondial. Non, je ne parle même pas encore sous ce angle-là. Remarquez que ce n'est pas que l'armée ukrainienne qui lutte contre l'armée russe. Mais c'est plutôt l'armée russe qui lutte contre l'armée de l'OTAN. Quelle est cette armée de l'OTAN aujourd'hui qui n'est pas en train d'aider l'Ukraine en matériel, en finance, et en renseignement et humainement? Et donc, je dis que les gens ont renforcé les capacités de l'Ukraine. Et au lieu que la Russie soit face à l'Ukraine seule, il a maintenant fait face à l'OTAN. C'est une OTAN voilée. Ne disons pas si c'était que l'Ukraine, Poutine a fini avec l'Ukraine depuis. C'est pour ça que je dis qu'il a été très mal renseigné. Ou du moins, il avait sous-informé les menaces. Il est quand même réputé être les plus renseignés. Seul celui qui s'est fait se trompe.
celui qui est diabète est bête. Mais comment peut-il se tromper en cette matière? Mais attends, elle est très grave. Est-ce que les gens depuis à partir de cet moment choisi ne plus respecter les tests qui les réussissent? En temps normal, aucun pays de l'OTAN ne peut fournir de l'armement, encore moins des hommes à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, c'est fait presque à visage découvert. Mais eux tous, et donc, eux tous violent et tout le temps leurs propres tests. J'ai pas vu les tests. Bon, en fait, c'est des habitués quand il s'agit de l'Afrique. Voilà. C'est l'une des rares fois aujourd'hui, nous avons vu, ils sont en train de se violer entre eux pour s'entretuer pour des intérêts qui leur sont propres. Sinon, Poutine, en principe, ça devient éminemment étonnant et que l'Ukraine soit en train de résister jusqu'à 35 jours avec des généraux qu'il a perdus. Oh, et je crois que la guerre est en train de prendre une autre proportion. Et il faut réaliser que Poutine n'est pas en train de lutter contre l'Ukraine. Poutine lutte contre l'OTAN. Puisque l'OTAN protège l'Ukraine. C'est pas qu'il protège, il donne les moyens qu'il faut à l'Ukraine. Les moyens humains, les moyens financiers, tout. Aujourd'hui, quel pays européen, quel pays membre de l'OTAN ne vient pas en aide à l'Ukraine? Tous les pays. De l'essentiel aujourd'hui, dans tous les cas, ce qui se passe nous fait observer des pertes en vies humaines. Ce qui est vraiment regrettable.